Merci beaucoup, Président Moro. Merci beaucoup, Monsieur le Président Moreau, Monsieur le Président Bizet, Mesdames et Messieurs, sénatrices et sénateurs. De, adresser à la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, Commission des affaires européennes. Excusez-moi, permettez-moi de continuer en anglais. C'est un honneur, un plaisir pour moi. Et pendant de nombreuses années, en effet, j'ai moi-même été sénatrice. J'ai passé 2 années dans ce poste en Roumanie. Et ensuite, j'ai été commissionnée pour devenir membre du Parlement européen. J'ai donc énormément de respect pour les élus. Et vous êtes les représentants et les élus des collectivités locales et régionales de la République française. Ainsi, vos voix sont plus que nécessaires relatives aux politiques européennes, notamment en ce qui concerne la politique de cohésion. Merci donc de m'avoir donné cette opportunité. Au cours des derniers mois, vous avez adopté plusieurs résolutions qui ont une forte résonance au niveau européen. Et nous prêtons, ou plutôt, j'ai également noté que vous portez une attention constante au maintien du principe de subsidiarité. Je tiens donc à vous remercier pour votre travail et ainsi que pour votre vigilance sans relâche. J'ai bon espoir que vous serez donc favorable à notre proposition concernant la politique de cohésion au-delà de 2020. En effet, je pense qu'il est juste de dire que le paysage, le contexte actuel est très difficile. Il y a le contexte du Brexit. Nous avons donc perdu le deuxième plus important contributeur au budget européen. Nous devons également relever d'autres nouveaux défis tels que l'immigration, la sécurité, le contrôle des frontières, des éléments qu'auparavant ne devaient pas être gérés par l'Union européenne. Et aujourd'hui, nous devons donc pouvoir gérer ce genre de questions. Donc, je pense qu'on peut dire que cet ensemble de mesures législatives est très équilibré, étant donné cela. Je suis fière de dire que pour la première fois depuis l'histoire de l'Union européenne, nous avons donc un budget de 373 milliards d'euros. Et ceci est la politique pour toutes les régions. Et je dis bien toutes les religions. Au début, comme vous le savez, on s'était demandé comment maintenir cette politique au sein du traité et comment s'assurer que cette politique puisse réellement être une politique pour toutes les régions. Donc c'est vraiment la politique d'investissement principale pour toutes les régions. Et donc depuis que nous avons commencé les négociations, nous avons décidé donc de pouvoir répartir de manière équitable ces ressources à tous les pays et à toutes les régions. Donc 75 de ces régions sont considérées comme des régions moins développées. Et ceci est un peu au-dessus de ce qu'on a eu au cours de la période de programmation actuelle. Bien sûr, nous proposons de concentrer les ressources financières, comme je vous le disais, sur les régions les plus pauvres, ainsi que sur les régions ayant un taux fort élevé de chômage, notamment parmi les jeunes, sur les régions les plus impactées par la crise des réfugiés, ainsi que les régions qui pâtissent le plus des répercussions de la mondialisation et de la transition technologique. Dans ce contexte, donc, j'aimerais souligner que toutes les régions françaises resteront éligibles au fonds de la politique de cohésion. Et presque toutes les régions françaises, avec l'exception des régions ultra-périphériques, bénéficieront du statut plus favorable de régions en transition. Les régions ultra-périphériques, c'est-à-dire la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Mayotte et la Réunion, continueront à bénéficier d'un appui spécial et d'un statut spécial. Et cela accompagné de mesures dérogatoires afin de répondre à leurs besoins spécifiques. L'automne dernier, je me suis rendue en Guyane avec le président Juncker. Le président Macron était également sur place. Ensemble, nous avons lancé la nouvelle stratégie pour les régions ultra-périphériques.
J'aurai également le plaisir de rencontrer à nouveau le président Macron. Il m'a invité à le rejoindre demain avec Madame la ministre Girardin, ainsi que des élus des régions ultra-périphériques françaises, afin de présenter ce qu'il y aura dans la prochaine période de programmation. Pour moi, donc, c'est cela vraiment. Les régions ultra-périphériques sont au cœur de la question. Et j'ai beaucoup lutté, je dois vous le dire, car certaines personnes disaient que cela représente seulement 2% de la population de l'Union européenne. Néanmoins, je pense qu'il faut vraiment aider ces personnes qui sont victimes de discrimination. Elles sont loin du continent, elles sont pauvres. Et vraiment, ces personnes sont aux portes de l'Union européenne. Nous devons donc les aider. Nous devons aider ces régions ultra-périphériques. Je pense donc que je vais répondre à vos questions, mais je suis ravie que nous ayons réussi la simplification, car depuis le premier jour de mon mandat, j'ai écouté les plaintes concernant la complexité de cette politique. Et j'ai été très malheureuse de voir les jeunes qui ne pouvaient plus utiliser nos fonds en raison de la complexité de nos règles. Maintenant, nous avons un ensemble unique de règles pour gérer 7 fonds. Cela va donc nous permettre de simplifier le processus. Nous sommes passés de 11 à 5 objectifs thématiques. Atténuation du changement climatique, recherche, innovation, transformation industrielle, économie à faible émission carbone. Et nous pouvons donc définir nous-mêmes ce que veut dire l'innovation. Comme je vous le disais, donc, nous avons donc décidé de maintenir la concentration thématique au niveau national. Cependant, nous avons donné plus de flexibilité aux pays et aux régions en ce qui concerne la sélection des investissements les plus pertinents. Nous mettons également l'accent sur les stratégies urbaines et locales. Je pense en effet que nous ne pouvons pas prendre des décisions à partir de Bruxelles, ni même à partir des capitales, en ce qui concerne les besoins les plus urgents au niveau local et au niveau des régions. Ainsi, chaque pays doit au minimum allouer 6% du budget aux stratégies locales. Et ce sont les villes et les régions qui pourront donc former les projets eux-mêmes. Il est donc important pour moi, car pour la France, la dimension territoriale est très importante. Je pense que vous êtes le seul pays qui a un ministre de la cohésion territoriale. Je pense que c'est exemplaire pour le reste de l'Europe. Nous allons donc continuer à avoir cette approche intégrée. Il est vraiment donc important de pouvoir répondre aux disparités urbaines et de pouvoir combler les écarts qui existent en Europe. Nous allons travailler ensemble avec Phil Hogan pour voir comment nous pouvons gérer ce défi, relever ce défi qui existe en Europe. En effet, une partie importante de la population en Europe vivra dans des zones urbaines. Et nous allons peut-être avoir des campagnes qui sont désertées. Ainsi, il est important de faire quelque chose afin de pouvoir encourager les jeunes à retourner dans leur village et à pouvoir développer une vie là-bas. En ce qui concerne la coopération interrégionale, c'est également très important pour nous. Grâce à la simplification, nous allons pouvoir bien mélanger les différentes approches. On a parlé des différents fonds. Nous avons donc un ensemble unique de règles et nous allons donc pouvoir combiner les différents fonds de manière beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. En ce qui concerne les conditionnalités, nous travaillons sur l'état de droit. C'est le vice-président Frans Timmermans avec le commissaire Jourova qui vont devoir trouver le mécanisme pour cet état de droit. Cette semaine, il y aura donc la rencontre du Conseil d'Europe et ce sera la première fois que le président et les premiers ministres vont prendre la proposition de la Commission en compte et nous allons voir quel sera le résultat. Par exemple, j'ai rencontré le président Macron hier et il s'est exprimé en faveur de sanctions contre les pays qui ne veulent pas accueillir des migrants.
Et il a même été évoqué la question donc de pouvoir récompenser les régions qui acceptent d'accueillir des migrants. Voyons ce qui se passe devant le Parlement européen et les législateurs. C'est à eux d'attaquer le problème. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est très important de maintenir un équilibre et de vraiment pouvoir avoir un impact sur le terrain grâce au fonds. L'argent, ce n'est pas tout, mais il faut également parler de la capacité administrative. Lorsque nous avons effectué ces changements, nous avons eu certaines craintes en ce qui concerne la cohésion territoriale, car aujourd'hui, nous allons travailler directement avec les régions. Cependant, vous avez une capacité administrative qui est excellente. Nous avions peur que les régions n'auraient pas la capacité d'agir, mais en fait, cela fonctionne beaucoup mieux qu'auparavant, lorsque tout était décidé à partir de Paris. Aujourd'hui, nous travaillons avec toutes les régions et nous avons d'excellentes personnes qui gèrent les fonds dans chaque région. Il y a donc des experts très qualifiés sur le terrain. En ce qui concerne le calendrier, en ce qui me concerne, il est très important d'arriver à un accord sur ce prochain cadre financier jusqu'aux élections européennes. Je sais que ceci n'est pas facile. C'est en effet très difficile, car en l'espace d'une année, nous allons avoir 15 élections nationales. Et je pense donc que ce sera complexe. Cependant, dans tous les pays, il y a eu des délais en ce qui concerne la mise en œuvre des projets, en raison des erreurs du passé, c'est-à-dire une adoption retardée donc, des propositions législatives. Ceci a créé un retard de 2 années. Nous avons donc perdu 2 années. Aujourd'hui, donc, il y a donc des retards en termes de la mise en œuvre. Nous avons des fonds à Bruxelles qui n'attendent que d'être dépensés. Il est donc important de commencer la mise en œuvre de ce nouveau budget dès le premier jour, à partir du 1er janvier 2021, si nous souhaitons vraiment tirer profit des leçons du passé. Il y a 100 000 projets en Europe qui pourraient être en péril. Ils ne seront peut-être pas exécutés à temps si nous n'adoptons pas ce cadre financier. Bien sûr, le président Juncker est très enthousiaste. J'ai même lu dans certains journaux qu'il rêve de la possibilité qu'en l'espace d'1 an, nous puissions parvenir à un accord. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est quelque chose qui serait dans l'intérêt de tout le monde. Au final, je n'aime pas cette idée de contributeur net ou de bénéficiaire, car nous sommes tous gagnants-gagnants au final avec cette politique régionale. En ce qui concerne la France, vous êtes un contributeur, mais la France reste également le 3e bénéficiaire le plus important des fonds. Une fois de plus, je vous remercie. C'est un plaisir d'être ici parmi vous, de pouvoir vous parler en personne. Et je reste donc à disposition pour répondre à toutes vos questions.